Aujourd'hui, nous allons débattre sur ce militant qui a profondément influencé pour l'égalité des Noirs aux États-Unis. Il faut revenir à cette époque au début du XXe siècle où la ségrégation raciale fait rage avec les lois Jim Crow. Les Noirs sont relégués au bas de l'échelle sociale. Jusqu'en 1960, la pensée des Blancs américains était comme celle-ci. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'enfants illégitimes parmi eux. Nous savons qu'ils ont des maladies vénériennes. C'est pourquoi nous disons, lorsque les Noirs auront prouvé qu'ils sont les égaux des Blancs, alors nous les accepterons sur un pied d'égalité. Né en 1868 au Massachusetts d'un père haïtien et d'une mère afro-hollandaise, Webb Dubois, métis, sera pourtant un très bon élève. Il sera même diplômé de Harvard, l'un des premiers Noirs à être diplômé d'Harvard. Pourtant, c'est sur le tard que Webb Dubois va être confronté au racisme. Et c'est ce qu'on va voir dans ce débat du jour. Pris par cette cause, il va être l'un des pionniers dans le mouvement panafricain. Mais pourtant, sa vision panafricaine sera totalement différente d'un autre militant, Marcus Garvey, et d'un autre défenseur des droits civiques, Booker T. Washington. Ce soir, nous allons débattre sur Webb Dubois et en même temps sur les différences qu'il avait avec Marcus Garvey et Booker T. Washington. Vous allez voir dans le débat de ce soir que Webb Dubois était certes un panafricain, mais il était d'autant plus un intellectuel. Vous allez comprendre un peu plus l'influence qu'il a eue sur la communauté noire et sur les avancées pour l'égalité du peuple noir. Place au débat. Pensez à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis vraiment super content de vous retrouver pour un nouvel épisode qui sera consacré aujourd'hui à Webb Dubois. Avant de démarrer, je vous présente les invités du jour. On a Daniel. Comment tu vas, Daniel? Salut, ça va tout le monde? Bonjour. Bonjour, merci à toi. Et juste à côté, c'est Aton. Comment tu vas, Aton? Écoute à tous, écoute, toujours bien. J'espère que notre équipe va bien. Même si on est loin du cœur, on est loin en distance, on est proche du cœur. Voilà, parfait. En tout cas, on a voulu faire un podcast aujourd'hui sur Webb Dubois parce que ça suit le précédent podcast qu'on a fait sur Marcus Garvey. Donc, si vous ne l'avez pas vu sur Marcus Garvey, il est en ligne. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous, Webb Dubois, est-ce que c'est la personnalité la plus marquante du panafricanisme? Je laisse la parole à Aton et ensuite à Daniel. Merci pour la parole, mais moi je dirais oui et non. Je dirais même non. C'est pas encore une personnalité vraiment marquante parce que ça a été une personnalité importante, mais qui a marqué le panafricanisme. Mais même, c'est pourquoi je dis ça. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de vidéos déjà sur Webb Dubois, comme on peut le constater sur Internet. Il est né le 23 février 68 à Grand Birmingham, comme on l'a dit. Il est mort à Accra, donc c'est très bien. Il est mort en touchant la terre d'Afrique. Sans avoir fini son travail d'ailleurs, qui sera fini en 97. Mais lorsque Dubois décide d'entrer à l'université, la congrégation de son église, qui finance ses frais scolaires, on ne s'attend pas à un tel succès, à un tel savoir qui va déverser sur le monde, parce qu'il est très doué pour les études, il est même très intelligent. En 1895, il devient le premier Noir à obtenir un doctorat en philosophie, comme tu l'as dit tout à l'heure Thomas, à Harvard. Et son épouse, qui va épouser le 12 février 1896, sera son unique épouse, qui sera Nina Gomer. Et il est fondateur de la NAACP, donc en 1909, dès qu'il la crée. Il y a un choc qui va s'établir parce qu'il travaille avec les milieux blancs. Et je rappelle à tout le monde qu'à l'époque, aux États-Unis, on quitte... c'est la fin de la ségrégation. Enfin, on est en pleine loi Jim Crow, Les Américains sont encore ségrégés. Je rappelle que le racisme est fort. Et la NAACP aide à promouvoir les Noirs, tout simplement. Donc, il la crée en 1909. Il travaille avec des milieux blancs, contrairement à l'inverse de Marcus Garvey, qui sera son détracteur invétéré pendant tout le reste de sa courte existence.
Et le racisme était c'est la cible principale de Dubois, qui protesta formellement contre le lynchage et les lois de Jim Crow et la discrimination aux États-Unis, et principalement au travail. C'est aussi un fervent défenseur du panafricanisme et il aide à l'organisation de plusieurs organismes panafricains. Mais ce qui va vraiment déclencher, je pense, Dubois sur son esprit nègre, parce que lui, il connaît pas le racisme. Il n'a pas vraiment cette notion d'être ségrégué. C'est pas une personne qui est née comme chacun qui arrive dans un territoire à qui où l'insulte peut être facile. Lui, il va la connaître dans le sud des États-Unis, à travers Sam Hoss. C'est le lynchage d'un noir militant qui va être fait par le lynchage de Sam Hoss, qui est né en 1875, et qui a lieu à Atlanta, le 23 avril 1899. Je rappelle que Sam Hoss, il est lynché par 2000 Blancs. Il y a 2000 Blancs qui s'acharnent sur un noir et qui le déchirent à toutes les sauces. C'était pas si longtemps que ça, hein, c'est le siècle dernier, 1899. On est dans le comté de Géorgie, et c'est là où il découvre vraiment ce que c'est le racisme, parce que c'est la main de Sam Hoss qu'il voit en vitrine. Et c'est là où il va se pencher sur cette question ségrégée de la race, qui va lui coller à la peau pendant le reste de sa vie, parce qu'il va être un écrivain prolixe, ce monsieur. Il va écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter pendant cette période où on aura le temps d'échanger. Parfait. Attends, tu nous as fait encore un bon résumé de la situation. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi aussi, parce que Aton était un petit peu partagé sur le fait que c'était une figure marquante du panafricanisme. Est-ce que pour toi, c'était la figure marquante du panafricanisme, ou tu es un peu comme Aton, un peu sceptique? Pardon. Moi, je dirais que Du Bois est influencé dans son combat, il est influencé par son éducation. C'est un mulâtre, puisque à l'époque, il y a tout cet aspect de colorisme qui rentre en compte au niveau, parce qu'il y a une bourgeoisie noire qui naît. Et donc, dans son combat, on sent qu'il y a le poids de son éducation. Donc, c'est comme elle a dit Aton, c'est l'un des premiers intellectuels noirs. Il a fait Harvard. Il s'exprime très bien. Il s'exprime dans les congrès. Il s'exprime au travers de ses ouvrages. Donc, c'est le premier qui fait une étude de la communauté noire à Philadelphie dans ses ouvrages. À cause de cela, par rapport au combat de Garvey, je pense que son combat à Dubois, il est plutôt marqué vers le combat pour les Noirs américains avant tout. On le sent puisque il est marqué justement par cette ségrégation, et le combat même panafricain, c'est pas. Je pense qu'il a participé par opportunisme, on veut dire, puisqu'au début du siècle, il y a d'autres figures à part Dubois dans le panafricanisme. Donc le congrès qui se tient à Paris, il y a d'autres figures, il y a Diagne et tout ça, mais tout ça sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont été formés par l'élite française. Donc c'est les premiers, on va dire, pour utiliser un mot, endocolons, c'est-à-dire que les élites occidentales ont promu. Mais Dubois, pour moi, non, il ne représente pas, puisque son panafricanisme, c'est un panafricanisme de salon, de congrès, son combat est plutôt tourné vers l'émancipation des Noirs américains. Il n'y a pas, même si, il a écrit au niveau de l'émancipation des pays africains, mais on sent que dans son travail, même dans son travail intellectuel, puisqu'il est philosophe, il a fait aussi de la sociologie, son combat est plutôt axé là-dessus, comme on pourra en discuter jusqu'à maintenant.
les Noirs américains, il y a une partie qui veut retourner en Afrique, l'autre partie n'a rien à faire de l'Afrique. C'est ça la particularité des Américains, quoi. On pourrait aussi parler des Antilles et autres, voilà. Ok, donc si j'entends bien vos propos, c'est-à-dire que Webb Dubois est c'est plus l'intello en fait, l'intellectuel politique un peu bourgeois, mais qui n'est pas vraiment avec la population en fait, avec la vraie population noire. Lui, c'était plus les petits fours et les beaux salons. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'il a quand même fait beaucoup de choses quand même. Il a organisé des associations, organisé des séminaires panafricains. Et pourtant, je vous trouve assez critique. Mais c'est bien quand tu as soulevé le nom de Blaise Diagne, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses avec Blaise Diagne. Et je rappelle, Blaise Diagne, c'était un Sénégalais qui travaillait avec le président Clémenceau. Et Blaise Diagne a beaucoup œuvré pour que les Noirs s'engagent dans l'armée française pour la guerre. Donc Blaise Diagne, c'était vraiment, comme disait Hamzat Boukari, c'était le bon nègre qui ne faisait pas de vagues en fait. Et au bout d'un moment, il y a eu une dissociation avec lui d'ailleurs. Tu voulais dire quelque chose, Daniel? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Dubois, c'est plus l'aspect théorie par rapport à Garvey. Garvey, lui, il a une philosophie de l'action, alors que Dubois, lui, puisque c'est un intellectuel, donc forcément, on sent même dans son parcours, sa vision du panafricanisme va évoluer jusqu'à finir devenir communiste. Donc, comparativement à Garvey, il n'a pas apporté grand-chose, puisque les Noirs américains sont toujours aux États-Unis. Il y a toujours ces problèmes, même s'ils ont les droits civiques, mais ils sont toujours dans ces difficultés économiques, avec des problèmes de violence policière, d'insécurité économique, d'illettrisme et tout ça. Donc tous ces mots, ces mots sociaux qui frappent cette communauté. D'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui fait que Webb Dubois est différent de Garvey? Pourquoi les deux, en fait, se sont... à la base, ils avaient un peu la même vision, hein, c'était l'émancipation. Non, vraiment, c'est deux façons de voir le noir de l'époque. Franchement, c'est très dissociable. Hein. Les deux se combattent, hein, d'ailleurs, mais c'est deux façons d'être noir. C'est vraiment... Rentrons dans cette philosophie-là. L'un est très intégrationniste, voulant s'intégrer dans la société occidentale et disant que c'est là notre futur, il est là. Rentrons dedans, c'est ici que vous allez apprendre le savoir, les écoles, etc. Et d'ailleurs, et l'autre, il dit non, avec les Blancs, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là ont massacré les Indiens, ont régné tout, ont massacré quasiment l'Afrique, ils ont colonisé tout ce continent. Et il n'y a rien à faire. Nous, retournons chez nous. Je rappelle l'époque, hein, pour bien que nos téléspectateurs sachent en quelle époque on parle. On est au début du siècle dernier, c'est-à-dire leur père des esclaves, le fils, le grand-père, le père est en Afrique, hein, de l'esclavagisé. Donc pour lui, le retour en Afrique est possible. Contrairement à aujourd'hui, dès que vous voyez un Noir dans la rue, ça va être difficile de trouver sa descendance, ne serait-ce qu'aux Antilles. Et c'est vrai que Dubois réalise que le remède ne consiste pas simplement à dire la vérité aux gens, mais de les pousser à agir sur la vérité. Je vais revenir sur Booker T. Washington, qui considérait que les écoles afro-américaines devaient se limiter à l'enseignement professionnel. Hein. Donc c'est l'époque comme l'agriculture, la mécanique. Et Dubois, lui pense cependant que les écoles noires devaient offrir des cours d'art, de littérature, car ces derniers étaient nécessaires pour créer une élite dirigeante. Lui, Dubois, il est parti sur le 10%. S'il y a 10% de la société noire qui est intellectuelle, le reste du peuple va suivre.
Et il est parti sur cette théorie-là parce que c'est un intellectuel. Et en 1905, Dubois, avec plusieurs autres artistes afro-américains, notamment Frédéric McGee, Jesse Max Bern, William Maury ou Trotter, se rendent au Canada, près des chutes du Niagara, où il rédige une déclaration de principe s'opposant au compromis d'Atlanta. Ça s'appelle comme ça. Ils vont l'appeler le compromis, s'opposant au compromis d'Atlanta qui a été fait par Booker T. Washington. Et ils vont l'appeler le Niagara Movement qui va être créé en 1906. Mais pour revenir à cette dissension, ces trois personnages qui sont Booker T. Washington, qui lui prône l'intégrationnisme à fond, restez esclaves et faites la mécanique avec les blancs dans le sud, il vous arrivera rien, mais restez ségrégés. Et Marcus Garvey qui lui oppose et qui s'oppose à tout et qui dit notre bonheur n'est qu'en Afrique, parce que là-bas on sera pas racisé. Et Webb Dubois qui dit s'intégrer dans la société coûte que coûte, dans la société occidentale, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on voit que même en 2023, le noir, c'est encore l'instrument le plus horrible de cette société. Donc, avait-il raison, avait-il tort ? Voilà, je pense que nos téléspectateurs peuvent se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Après, il y a quand même des noirs qui ont quand même réussi dans ce pays. D'ailleurs, le 10% qui était fait par Dubois. C'est le 10%. Le 10% qui excelle, très bien. Le reste, qui essaye de suivre et qui essaye d'imiter ou qui essaye de se mettre... et puis vous avez encore le 10 autres % à qui rien ne pourra rentrer, quoi. Ils resteront toujours pauvres quoi que vous en fassiez. Mais d'ailleurs, en m'inspirant du livre d'Hamzat Boukari, il disait que concernant l'enseignement technique de Tuskegee, l'école de Booker T. Washington, paradoxalement, ça a créé aussi beaucoup de personnes qui ont réussi à s'insérer après qui ont réussi à s'insérer dans la vie américaine et à s'en sortir. Donc, peut-être que même Booker T. Washington n'avait pas tort, mine de rien, dans son propos. Bien qu'il ait... moi, j'ai du mal à l'entendre, mais... Moi, je vais rappeler juste un... Il a fait beaucoup de... Il a créé quand même une certaine émancipation pour certains, quoi. Il a fait une émancipation. Comme aujourd'hui, on peut avoir nos CAP ou nos grandes majorités de nos jeunes sont dans des diplômes très bas de gamme. Ça change pas, hein. Donc, socialement parlant, on peut voir où sont nos jeunes. Ils sont dans les CAP, dans les diplômes vraiment très bas. On peut s'en sortir toujours, hein. Mais moi, je vais rappeler l'époque. Franchement, faut vraiment se rappeler l'époque. En 1915, sort quelque chose qui va perturber la société américaine. C'est un film, on adore le télévisuel, et va sortir un film qui s'appelle Naissance d'une nation, et qui fut présenté en 1915, comme je l'ai dit, et Dubois, avec son organisme NAACP, en compagnie et sa compagne, et va prôner l'interdiction de ce film parce que ça prône toute la violence qu'on peut faire sur les noirs. C'est-à-dire qu'on mime un noir qui va agresser une femme blanche, et ça va être le blockbuster de l'époque. C'est-à-dire que tous les blancs aux États-Unis vont le voir. C'est comme si vous mettez Avatar aujourd'hui, et tout le monde va voir ça, pour vous donner une image. Et à cette époque, Naissance d'une nation va être un blockbuster et tous les blancs des États-Unis vont le voir. Donc le noir va devenir une cible prioritaire par rapport à cette société, parce que je rappelle que le cinéma crée aussi nos comportements. Et ça va être aussi la phase de lynchage qui va être faite dans toute cette période de 1915. Je rappelle que de 1884 à 1914, pour être dans la même époque, il y a eu 2732 lynchages de noirs. Je rappelle que pour nos téléspectateurs, ce que c'est un lynchage de noirs, c'est que vous promenez dans la rue, vous regardez une femme, un blanc peut sortir une corde, vous pendre à un arbre. Qu'on soit clair sur ce que c'est. Et tous les week-ends, c'était le goûter. C'était comme ça que se faisaient les bonnes choses dans le sud des États-Unis et quelquefois dans le nord. Donc, Naissance d'une nation va être horrible. Donc, il faut vraiment prendre ces trois personnages-là,
dans un système qui n'est pas le leur. Ils sont aux États-Unis, ils sont dans un système qui est déjà très ségrégué. La guerre de sécession est passée par là. Et donc voilà, ils sont que des victimes d'un système. Leur seul objectif, à mon avis, je pense que le meilleur des trois, si on peut citer Booker T. Washington et Marcus Garvey, je pense que c'est Marcus Garvey qui aurait la solution. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu penses de... Pour toi, ce serait lequel des trois qui a eu raison, en fait, au final? Entre Booker T, Webb Dubois ou Marcus Garvey, au final? Qui a donné raison? Qui était le plus proche de la vérité? Non, disons qu'il faut replacer les choses dans l'époque. Puisque à cette époque-là, il y a aucun endroit, que ce soit en Afrique ou dans les Antilles ou aux États-Unis, où les Noirs ont une liberté de mouvement, de s'exprimer, de s'organiser, de créer une société avec leur propre imagination. Et donc, on peut pas dire qu'il y a un qui a tort, l'autre a raison. Bon, c'est vrai que du point de vue de Garvey, c'est pragmatique. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec quelqu'un, vous pouvez pas vivre où vous vivez avec un voisin, ben vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Le point de vue de Dubois, qui est plus intégrationniste et plus élitiste, et qui au fond, ne règle pas le problème, puisque de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Les Noirs sont performants en sport, du point de vue scientifique, il y a une élite noire, et ils gagnent beaucoup d'argent, mais le problème, c'est que vous êtes toujours à la merci d'un procès, du fisc. Vous êtes toujours à la merci d'un policier. On a bien vu le fameux footballeur O.J. Simpson qui s'était rogné, qui vivait dans les beaux quartiers, et puis qui a assassiné sa femme, et puis du jour au lendemain, il est devenu moins que rien. Donc c'est-à-dire que le noir dans la société occidentale ne peut pas aspirer à être quelqu'un qui est en paix, en fait. C'est-à-dire il doit toujours être sur ses gardes. Donc Booker T, peut-être que c'était pas une mauvaise idée aussi, hein, de créer une société à part. Pourquoi pas, puisqu'on a bien vu tout cela, n'est-ce pas? Où les Noirs avaient créé une ville, une société où ils s'étaient enrichis, et que finalement les Blancs n'ayant pas validé cela parce que ça ne venait pas de leur propre volonté, toute cette réussite, par jalousie, ils ont bombardé cette ville. Donc mais ça, c'est une époque. Je pense que ça, c'est une époque. Et l'époque qu'on vit maintenant, on a plus de latitude, je pense, que soit en Afrique ou aux Antilles ou aux États-Unis, on a le choix si on veut, on peut repartir en Afrique et créer quelque chose de nouveau. Parce que à l'époque, l'Afrique était occupée, donc le combat de Garvey, ça a achoppé sur le fait que les nations occidentales avaient aussi des visées sur les pays africains, et que ils ont vu de très mauvais œil le fait que des Noirs qui ont été esclavagisés et ségrégés puissent vouloir repartir et recréer une société sans l'aval de l'occidental, quoi. Vas-y, attends, et après je... Oui, je voulais enchaîner, c'est exactement ça, quoi. Sans l'aval, il faut toujours avoir l'aval du blanc
Même aujourd'hui, hein, y a beaucoup de Noirs qui ne maîtrisent pas l'histoire et qui demandent toujours l'aval du Blanc, qu'ils soient intellectuels. Vous pourrez prendre les plus gros intellectuels de chez nous. C'est toujours l'aval du Blanc qui va passer avant. C'est un problème peut-être qu'il faudra choisir dans notre communauté. Mais ça a déjà été abordé dans plusieurs ouvrages. J'ai été étonné en lisant Webb Dubois, qui a même à son époque disait ceci. Il disait en 49, il réalise en 1936, il fait le tour du monde. Hein, je résume un petit peu sa philosophie. Il va jusque dans l'Allemagne nazie, puisqu'il va en Chine, au Japon. Et en 49, Dubois réalise un discours à la conférence mondiale scientifique et culturelle pour la paix à New York. Et il dit ceci. Donc, je vous le dis, peuple d'Afrique, le monde sombre est en mouvement. Il veut et aura la liberté, l'autonomie et l'égalité. Il ne sera pas détourné de ses droits fondamentaux par le pinaillage dialectique politique. Les Blancs peuvent, s'ils le veulent, se préparer au suicide, mais l'immense majorité du peuple du monde vont les dépasser par la liberté. Et on voit dans ce discours ce qu'il veut prétendre, donc toujours un intégrationnisme profond. Et en 1950, sa campagne anticommuniste, qui va être très très surveillée parce que les États-Unis vont sortir un homme je rappelle que les États-Unis sont l'opposant du communisme, hein, pour nos jeunes téléspectateurs. Et c'est Joseph McCarthy qui vise Dubois à cause de ses tendances socialistes. Donc il va être visé comme un certain Marcus Garvey bien avant. Il va être même suivi par le FBI qui commence à rédiger des dossiers sur Dubois en 1942. Mais c'est le gouvernement le plus virulent contre Dubois. Ça a eu lieu en 1950 suite à l'opposition de Dubois à l'arme nucléaire qui va se tester aux États-Unis. Je pense que c'est là où il va avoir le plus de mal. Et voilà quoi. Mais avec ça aussi, il va avoir pas mal de prix parce qu'il va aussi avoir le prix du nouveau Peace Information Center, le PIC, dont l'objectif était de faire connaître aux États-Unis qui est contre l'arme atomique, quoi. Donc Dubois, faut vraiment le voir comme un mondialiste, comme un intellectuel au-dessus du lot. Après, est-ce qu'il se considère comme noir? Je pense que oui, parce qu'il essaye de faire entrer le monde noir dans un autre univers. Et puis son pays le considère comme un noir, donc je pense qu'au final, il devrait se considérer comme ça. Et il va mourir en 1960, comme on l'a dit tout à l'heure, au Ghana. Et avec l'aide d'un fameux, j'espère qu'on l'abordera, ce monsieur-là, qui s'appelle Kwame Nkrumah, qui va l'aider à finir ses 2 dernières années. Il mourra à l'âge de 95 ans, je crois. Donc, 1963, il est mort à Accra. Ouais. Mais, oui, et je pense que c'est ça, en fait. Tu as bien dit le mot. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, Webb Dubois, il commence panafricain, mais après, en fait, il finit mondialiste parce que sa pensée, elle évolue. Exactement, ouais, je pense que nous, humains, on a tendance à évoluer. Au départ, on est très radical. Je pense que surtout pour nos jeunes qui nous écoutent, on voudrait tout changer très rapidement et au final, on se rend compte qu'à la fin de vie ou dans la vie de tous les jours, surtout à cette époque, hein, je rappelle l'époque dans laquelle on est, hein, c'est les lois de Jim Crow, donc c'est très dur, c'est très ségrégué. Et l'évolution se fait et il va mourir d'une belle mort d'ailleurs. Il mourra sur la terre avec en essayant de finir l'Encyclopédia Africana. Ouais, c'est un gros bosseur. Ouais. C'est un grand bosseur. On parle de. Oui, il faut vraiment signaler que c'est un grand travailleur. Mais ça va être paru en 1999 cette encyclopédie hein, d'ailleurs. Mais bon, à sa mort, il la verra pas. Il va la commencer, il va pas la finir. Et voilà, il va mourir à Accra, l'une des plus beaux mouvements. Et j'espère qu'on aura une vidéo à faire sur Kwame Nkrumah, qui lui aussi est un personnage juste excellent sur le panafricanisme. Ouais, bien sûr, ça sera sur les prochains podcasts. Hein, restez bien connectés. Très bien, merci à vous. Les abonnés, laissez vos commentaires, laissez vos avis sur ce podcast. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour un prochain podcast, notamment, ça sera sûrement sur l'histoire ou sur
d'autres sujets. En tout cas, je vous dis très bientôt. Il y a Thibaut qui vient d'arriver, mais nous, on a terminé le podcast. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain contenu et à la prochaine. Salut.